visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, comment se fait-il que chaque année, il n'y a pas d'élection, mais la même loi demande à ce qu'on fasse une RLE chaque année? La réponse est toute simple. La réponse à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait une RLE, elle est toute simple. Ce n'est pas de Khalil, c'est dans le texte lui-même, dans la loi elle-même. Il est écrit noir sur blanc que la RLE a pour objectif, le but de la RLE, pourquoi on fait une RLE, c'est dans la loi même. On fait une RLE pour tenir compte des mutations survenues dans le corps électoral. Point. Ça suffit à lui-même. Le texte suffit à lui-même. Ça veut dire quoi en français facile pour qu'on puisse le comprendre? Ça veut dire que il y a des gens là qui sont décédés et dont les parents, n'est-ce pas, ont déclaré leur décès à l'état civil. Il y a des gens qui ont été condamnés. Il y a des gens qui ont été condamnés, peu importe, par contumace, pour des délits, peu importe, le vol, tout et tout. Ceux-là, on doit les retirer. Et surtout, il y a des nouveaux majeurs. Ceux-là, on doit en tenir compte. Donc voilà plus ou moins les mutations qui ont lieu dans le corps social, le corps électoral, voilà les mutations. Étant entendu que, même si on fait l'élection, même si on fait une RLE en juin, vous allez trouver qu'en octobre, là, le 10 octobre, le 1er octobre, il y a des gens qui vont avoir 18 ans. Ceux-là aussi aimeront voter. Frère Flavio. Lui qui a 18 ans le 1er octobre, le 1er septembre 2025, là, mais lui aussi, il veut voter. Or, il ne pourra pas voter. Parce que de manière logistique, effectivement, on doit pouvoir arrêter une RLE à une date précise. Et donc, il y a toujours des Ivoiriens qui ne pourront pas voter. Qu'ils aient droit ou pas droit, selon la loi ou pas. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas voter, parce qu'il y a des lois pour les empêcher de voter. Tous les Ivoiriens majeurs ne pourront pas voter parce qu'ils ne sont pas inscrits à temps pour l'élection. Et donc, le but d'une RLE, ce n'est pas de faire des élections. Ceci étant, on peut faire aussi une RLE également aussi tranquillement en novembre, et ce n'est pas antidémocratique. Parce que, attends, le parti de Flavio de Casa nous dit que c'est antidémocratique, ça me fait rire. Ce parti-là, pendant des années, qui a refusé de faire droit aux revendications du RDR et du FPI, à ce qu'on ait des urnes transparentes, à ce qu'on ait un bulletin unique, à ce qu'on puisse avoir le vote en 18 ans, à ce qu'on ait une commission électorale indépendante. Vous ne pouvez pas avoir refusé ça pendant des années. Venez ici, sur le panel, là, pour vouloir nous embellificoter. Je dis non à ça. Je dis non à ça. Donc, évitez de faire du sentimentalisme. C'est du droit. Est-ce que, pour terminer, est-ce que dans la loi ivoirienne, le jour où on doit faire une RLE dans l'année, là, c'est donné? Si oui, je m'aligne. Sinon, en quoi est-ce que faire une RLE en septembre ou en novembre, comme en 2024, là, c'est antidémocratique ou illégal? C'est dans la loi. Et pour terminer, la politique, c'est la saine appréciation des réalités bonnes ou mauvaises. Comme l'a dit Fouboigny. Je répète, la politique, c'est la saine appréciation des réalités bonnes ou mauvaises. Mais la politique aussi s'entend aussi à l'usage des lois, légalement bien sûr, j'entends, pour éliminer un adversaire. Tout à l'heure, si moi j'apprends que M. Timo Kouassalé ou bien M. Tidan Cham ou M. Bleu Goudé a fait un impair, a commis un impair, mais automatiquement je vais susciter une peine contre lui à l'effet de le faire condamner pour être retiré de la cour à la présidentielle. C'est légal et c'est un droit. Donc ça c'est la politique aussi. C'est pas nous qui avons demandé à Tidan Cham en 87 d'aller être ivoirien, de venir s'inscrire en 2022, alors qu'il avait toujours cette nationalité française là. C'est pas nous. Il a commis un impair qu'il assume pleinement les conséquences. Donc merci beaucoup, comment ça s'appelle, ça depuis moi. Je pense que, sauf à de mauvaise foi, j'étais quand même assez clair là-dessus. Non, la RLE n'est pas faite pour les élections, car le compte électoral lui-même il dit qu'on fait une RLE pour tenir compte des mutations. Or, chaque année en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire chaque année. Pourquoi donc faire, n'est-ce pas, une RLE chaque année? Si tant que c'est lié aux élections. Ce n'est pas lié aux élections. C'était pour cela. Merci beaucoup, ça depuis moi. Tu es là, ça depuis moi, tu es là? Merci beaucoup. Merci encore au général Khalil. Merci pour ta brillante sortie et n'est-ce pas, merci pour la belle présentation. Et je pense que ce n'est pas le frère Kaza qui va me dire le contraire. Mais oui, je rappelle que nous sommes à 5 mois des élections et nul ne pourra venir emberlificoter le panel des Ivoire Débat. Ceci étant, logiquement, nous devons passer la parole à M. Ado 2050, mais nous avons une dame sur le panel,
de la Dame Orléans. Donc, Dame Orléans, démutez-vous. Vous avez la parole. Allez-y et après, on va revenir. Merci. Non, allez-y, je suis au supermarché là, je ne peux pas trop parler. D'accord, merci beaucoup, Dame Orléans. Merci beaucoup. Alors, est-ce que le frère Ado 2050 est là? Si oui, le frère, démutez-vous, vous avez la parole. Allez-y, merci. Ouais, mais il est toujours là, le frère. Il est toujours là, Ado 2050. Oui, parce que je veux que le président Hassan Ouattara, Dieu lui donne longue vie jusqu'en 2050 et qu'il reste à la tête de ce pays jusqu'en 2050. C'est mon vœu, c'est mon souhait, ce sont mes prières. N'en déplaise aux opposants frustrés. Frustrés dans l'âme et dans l'esprit. Ceci étant dit, j'ai entendu beaucoup de choses, hein, c'est la même rhétorique. Vous savez, les frères de l'opposition, il faut comprendre leur amertume, il faut comprendre leur angoisse, il faut comprendre leur détresse. Voilà, parce que lorsque on a un tel président à la tête du pays, mais on ne peut, si tu es dans l'opposition, mais ton gourmet sera éternel. Parce que oui, le président Hassan Ouattara, c'est celui-là même. C'est celui-là même qui rallie, qui fait rallier tous ses détracteurs à sa cause. Je dis bien, le président Hassan Ouattara, c'est celui-là même qui fait rallier tous ses détracteurs à sa cause. Ils finissent par déposer. On a vu la putschiste du Niger. Ils ont sauté avant-hier, ils ont envoyé le premier ministre. C'est de ça il s'agit. C'est ça. Combattre la Hassan Ouattara, c'est pas petit travail. Hein. Ah oui. C'est une grande corvée intellectuelle que d'être opposant à Hassan Ouattara. Parce que c'est pas quelqu'un qui parle. C'est pas un bavard. C'est pas quelqu'un qui prend le micro pour faire rire sa population. Mais c'est un homme qui travaille pour son peuple, qui travaille pour sa nation. Et ça, le monde entier le reconnaît. Je ne dis même pas les Ivoiriens seulement. Le monde entier reconnaît les prouesses de ce monsieur, de ce grand homme-là. Donc, les opposants en général peuvent continuer à faire leur masturbation cérébrale. Nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Voilà, je remercie encore le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, qui nous a fait encore plaisir. Voilà, face à des opposants perdus, il a fait son masterclass. Il leur a montré par A plus B que c'est eux qui sont dans le faux et que le gouvernement est droit dans ses bottes, le RADP est droit dans ses bottes et que leur caprice, le gouvernement ne va jamais céder à leur caprice. Oui, c'est une opposition très capricieuse qui veut tout et son contraire à la fois. Cette opposition, je n'ai jamais vu une opposition aussi capricieuse qui demande la barbe du bon Dieu. Oui, cette opposition ivoirienne va jusqu'à demander la barbe du bon Dieu. Non, mais vous ne l'aurez pas. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais je ne crois pas qu'il va donner sa barbe à quelqu'un. Ah oui, Dieu ne va pas donner sa barbe. Donc l'opposition ivoirienne, buvez beaucoup d'eau. Parce que la course là, elle est encore longue. Le chemin est encore long. Tu avais une semaine, non? Le chemin est encore long pour l'opposition qui ne sait même pas ce qu'elle fait et ce qu'elle veut. Voilà. Ils demandent tout et n'importe quoi à la fois. Vous demandez RLE, nouvelle RLE. Vous demandez dissolution de la CEI. Pour ne pas dire sa recomposition. En même temps, vous demandez l'inscription de vos différents leaders sur la liste électorale, alors que ceux-là même ont été balayés par la justice. Vous ne partez pas faire vos recours en justice, si cela est encore possible, mais vous demandez qu'on les inscrive comme par magie. C'est-à-dire que le président de la CEI
n'a qu'à prendre sur lui-même, en foulant au pied toutes les décisions de justice, et puis inscrire vos leaders. Parce que vous êtes trop important. Je dis n'importe quoi, je dis pas que vous n'êtes pas important, parce que vous là, sans vous les Ivoiriens vont pas vivre. Si on n'accède pas aux caprices des opposants là, la Côte d'Ivoire doit être à feu et à sang. Non, c'est pas le régime de Laurent Gbagbo. Oui, c'est pas le régime de Laurent Gbagbo qui était obligé de se promener d'accord en accord pour céder aux caprices de Guillaume Soro et ses amis. Non, 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 non. Oui, on le dit haut et fort, c'est pas le régime de Laurent Gbagbo. Donc soyez-en tranquilles, le gouvernement ne va pas céder à vos chantages, à vos caprices. Si vous ne pouvez pas vous référer aux décisions de justice, vraiment, nous, ce que vous pouvez faire, et puis on n'a pas encore vu dans ce pays-là, faites, on va voir. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ce que nous on dit, ce n'est pas des menaces. Ce qu'on n'a pas encore vu là, faites, on va voir. Parce qu'on ne va pas céder à vos chantages. Comment vous pouvez demander un dialogue avec le gouvernement, avec les autorités ivoiriennes, et puis en même temps, vous dites le président avec qui vous demandez dialogue là, vous demandez que vous êtes opposé à lui, sa candidature. Mais il va aller discuter de quoi avec vous? Il va discuter de quoi avec vous? Vous-même voulez discuter avec le gouvernement là même, c'est pourquoi même? C'est pour atteindre quel objectif? Vous traitez le gouvernement d'étranger. Mon frère Ado, vous pouvez chuter en 1 minute s'il te plaît. Merci, je vais chuter. Vous traitez tout le gouvernement d'étranger. On a entendu les parents du PDC ici. Parce que la justice a enlevé Thiam sur la liste. Ils ont traité tout le gouvernement d'étranger. Les vidéos existent. Kaza ne me dira pas le contraire. Flavio non plus. Mais vous traitez des gens d'étrangers, vous voulez aller discuter avec eux de quel pays? De la Côte d'Ivoire? Aïe. Vous traitez des gens d'étrangers. Et puis vous voulez qu'ils dialoguent avec vous de quoi? Vous allez parler de quel pays? Puisque la Côte d'Ivoire, c'est pas le pays. Ils sont venus braquer le pouvoir et puis ils sont en train de s'enrichir selon vous. Maintenant, ils vont discuter de quoi avec vous? Ils n'ont pas à parler avec vous-même. Moi, à leur place même là, je ne vais même pas vous prendre au téléphone même pour dire on va s'asseoir parler. Parce que vous avez des foutaises. L'opposition ivoirienne a foutaise même. C'est le président Hassan Ouattara qui les caresse même dans le sens du poil. Wallahi billahi ta'ala. Moi, je me dis que le président est trop gentil à celui-là. Parce que tu fais tout, on dit que tu es dictateur. Donc, dictature là même, moi à sa place, j'applique ça en même temps. Et puis quand on parle, mais je suis à l'aise à ça. Rien moins des gens comme ça. Vous êtes trop à l'aise dans le pays là. Voilà, vous êtes trop à l'aise. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup à mon frère Ado 2050. Et je pense que tous doivent converger à partir du 14 juin à la place de la Bastille pour, n'est-ce pas, aller vers, n'est-ce pas, la place de la République pour aller montrer et prouver, n'est-ce pas, à toute l'Europe que le président le plus rapide, c'est bel et bien le président Guépard, le président Alassane Ouattara. Ceci étant, est-ce que le frère Derou est là? Si oui, mon frère Derou, 2003, tu as la parole. Merci d'avoir patienté. Vas-y dans la thématique. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, déjà, je pense que vous devez changer l'intitulé du panel parce que quand vous dites que M. Bendoumi, il a menti, je ne sais pas c'est quoi vous basez pour dire qu'il a menti. Vous êtes basé là-dessus. On a dit que c'était pas juste le fait que vous dites que il peut pas faire, il n'a pas parlé de la RLE, mais plutôt de, comment on appelle ça, de l'audit. Alors, ceci étant, j'aime bien l'intervention du frère Khalil parce que je pense que il dit beaucoup de choses, mais en même temps, je sais pas si ce qu'il dit là, il a la pertinence de, ou bien la portée de ce qu'il dit. Le frère Khalil tout à l'heure, il était en train d'expliquer que de façon raisonnable, c'est pas écrit dans la loi qu'il faut faire une révision de la liste électorale avant les élections. Et que si on lui montrait la date, lui, il allait s'aligner, que c'est les tests. Mais tout à l'heure, je pense que Flavio, il a longuement parlé. Si on est honnête, si on est vraiment des personnes qui ne cherchons pas
nous déroger de ce qu'elle nous dit. Il n'y a pas de raison. Tout à l'heure, avant ma première prise de parole, j'avais dit à Selakan que le central de l'élection, c'était l'élection présidentielle. Et ça se matérialise par le taux de participation et l'engouement que ça donne. Alors aujourd'hui, si on demande de refaire une révision de la liste électorale, pourquoi ne pas faire cette révision de la liste électorale-là avant les élections? Jusqu'à preuve du contraire, les partis d'opposition, ils ont demandé cette révision depuis janvier. D'un moment, vous dites que oui, on essaie de, ils essaient de jouer avec le temps. Non, c'est pas possible, c'est pas faisable. Mais alors qu'ils ont démontré que depuis janvier, ils demandaient la révision. Voilà des gens, vous dites que vous êtes populaire, vous avez tout pour gagner. Mais Mon frère Derou, s'il te plaît, je suis le modérateur. Je vais en placer une et puis vous allez continuer. Vous allez avoir encore vos minutes pour continuer. Entre nous, est-ce qu'on peut faire une RLE dans une RLE? Merci, répondez maintenant, vous continuez. Merci. alors, vous avez demandé si on peut faire une RLE dans une RLE. Mais je vais largement vous répondre. Est-ce que c'est impossible de faire une RLE dans une RLE? Jusqu'à peu du contraire, vous avez dit que la liste qui va être proposée sera une liste provisoire. Alors, tout à l'heure, Khalil a parlé de ceux qui sont nés, qui auront 18 ans révolus en décembre 2017, cette année-là. Alors que l'année dernière, les partis politiques se sont convenus ensemble de prendre tous ceux qui auront l'âge révolu pour voter en compte, même si l'âge n'est pas encore arrivé. Donc oui, on peut faire une RLE dans une RLE. On peut faire une RLE dans une RLE. L'un n'empêche pas l'autre. Le plus important, c'est que on ait en fin de compte une liste définitive, une liste qui, que ce soit du parti d'opposition ou du parti au pouvoir, tout le monde soit dit, bon, ok, tout le monde a été inscrit sur la liste, on y va, on va aux élections. Alors, il y a un autre point que j'aimerais encore relever. On me parle de est-ce que l'audit est possible ou pas. Mais moi, je suis toujours en train de m'offusquer. Au lieu de bander les muscles, vous dites qu'on attend l'opposition dans la rue. Que ce que vous voulez voir, vous allez voir. Mon frère Derou, je suis encore le modérateur. Je vous arrête parce qu'il y a une motion urgente du général Khalil. On va encore vous rajouter le temps. Allez-y Khalil, votre motion, merci. D'accord, rapidement, il dit qu'on peut faire une RLE dans une RLE. D'accord. Est-ce qu'il sait qu'une RLE, on commence ça d'abord à partir d'une liste, une vieille liste définitive. Donc la RLE que vous demandez là va avoir lieu sur quelle base, sur quelle liste électorale. C'est-à-dire que, par exemple, en 2024, la dernière liste définitive antérieure là, a été prise effectivement. On y a retiré ceux qui sont décédés, on y a rajouté ceux qui veulent y être, et ainsi de suite. Donc cette RLE qu'il demande dans laquelle RLE là, va avoir, n'est-ce pas, pour base quelle liste électorale. Merci. Allez-y, mon frère Derou, je vous rajoute encore 5 minutes encore sur votre temps de parole. Allez-y, le frère, vous êtes chez vous ici. Merci. Ok. Le frère Khalil me demande la RLE qui est en train d'être demandée là, elle va se baser sur quelle base? Mais je vais aller sur un autre angle avec lui. Alors, l'ancienne RLE qui a été faite, qui ne s'est pas encore conclue. Aujourd'hui, on dit si elle doit se conclure, le délai ne nous permet pas de pouvoir faire la nouvelle. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas les mêmes acteurs politiques là qui demandent la RLE, la nouvelle, pourquoi les mêmes acteurs là ne s'entendent pas pour continuer le prolongement de cette RLE qui est en train d'être faite présentement? Pour remettre encore les mutations des personnes, parce que je pense que de l'ancienne RLE jusqu'à aujourd'hui, il y a eu encore des décès, il y a eu encore des mutations. Pourquoi on le prolonge pas? Mon frère Derou, je suis le modérateur. Vous allez avoir encore, n'est-ce pas, 2 minutes encore supplémentaires. Général Khalil, est-ce que vous pouvez... Non, la motion, c'est la même personne. Est-ce que vous pouvez reformuler encore la question, s'il vous plaît? Merci. Voilà, merci beaucoup, parce qu'il va dans tous les sens apparemment. Ma question n'a pas peut-être piqué. Je dis, une RLE, on l'a fait sur la base d'une liste, d'une ex-liste définitive. C'est le processus. On parle d'inventer la roue chaude. On fait une liste électorale sur une ex-liste définitive. On prend et on fait l'imputation là, dessus. La RLE que vous demandez là, la base de... Ça va être quelle liste
électorale. Laquelle qu'on prendrait? Simple. N'a pas Mon compris? frère Derou, allez-y. N'a pas compris? Je réponds à la question, tu n'as pas compris. Hein. Oui, Pas vas-y, dit. je réponds pour répondre à la question parce que j'étais en train de... Voilà. Tu dis que on peut faire une RLE actuellement là, dans une RLE qui est en cours. Je dis d'accord. Mais j'ai dit, mais on fait une RLE sur la base d'une ancienne liste définitive. C'est pourquoi en 2024, quand on fait la RLE de 2024, quand on fait la RLE de 2024, quand on fait la RLE de 2024 là, on s'est basé sur la pardon, liste électorale, une ex-liste électorale. On prend ça et on fait la mutation là-dessus pour avoir une liste provisoire qui va après avoir définitive. Or, actuellement, nous sommes en cours d'une RLE de 2024 qui est en cours. Donc, vous dites qu'il faut faire encore, pendant qu'on fait ça, la RLE de 2024, on peut lancer encore une RLE de 2025. Ma question est la suivante. À partir de quelle liste est-ce qu'on prendra pour faire la mutation? Quelle liste? Quel document? À cette question-là, je pense que Khalil, tout à l'heure, j'ai répondu. Je dis à cette question-là, tout simplement que, vu que la RLE de 2024, comme tu es en train de le dire, elle a été plusieurs fois repoussée par les accords des mêmes acteurs politiques. Donc, je pense que ces mêmes acteurs politiques-là, c'est eux qui participent aux élections. C'est les mêmes acteurs politiques-là. C'est pour eux, on fait la RLE pour que leurs militants s'inscrivent et partent aux élections. Mais si ces mêmes acteurs politiques-là ouvrent le cadre, mais ils peuvent faire cette RLE avec celle de 2024 qui vient de finir ou une continuité de la RLE qui est en train de se faire présentement. Pour moi, je pense que tout ça, c'est un jeu politique. Donc, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en janvier 2024, le PDCR a dit qu'il faut faire une RLE en 2024, janvier 2024. On n'a pas encore la liste définitive et provisoire, hein, en janvier. Mais il demande quand même une RLE. Il y a une liste provisoire qui est sortie, non? Écoute-moi. Je dis en janvier 2025, oui. Janvier 2025, je suis précis. Ils sont là, hein. Janvier 2025, le PDCI, RDA et les autres là, ont demandé une RLE. Toi, tu dis c'est faisable. Il dit bon, ok. Il n'y a pas encore de liste. C'est-à-dire qu'on prend quelle liste, effectivement. Toi, tu dis que non. Il faut prendre la liste définitive qui va sortir là pour faire une RLE. Alors que depuis janvier, on nous demande une RLE. Donc c'est de la mauvaise foi, techniquement. Encore une fois, ma question, je la repose. Dans tous les sens. Il dit quel document, tu me parles de FPI, RHDP, il dit quel document, tu me parles de RHDP, FPI, PDCI. Non, c'est pas une liste électorale, ça. Quel document est-ce qu'on va prendre pour soutenir? Aujourd'hui, nous parlons là, une RLE. Quel document? Il parle de documents, pas de partis politiques, documents, techniquement. C'est un débat technique. Merci. Je répète, je reprends encore mon frère Derou, je suis le modérateur. Je vous accorde encore 3 minutes supplémentaires. Merci, allez-y. Mais tu n'avais pas fait 1 minute de prise de parole que j'ai eu 5 questions. Tu me dis que tu vas prendre 3 minutes. Mais... Non, en plus de ce que vous avez comme temps, bon, vous avez encore 5 minutes encore, 5 nouvelles minutes. Merci. Khalil, frère Khalil, général Khalil, je dis et je le répète. Aujourd'hui, là, tu me parles de quel document? Aujourd'hui, il y a eu une RLE qui a été faite, qui est en cours. La provisoire, elle est sortie, on attend la définitive. On est d'accord là-dessus. Alors, de ce fait-là, cette définitive qui est en train d'arriver là, pourquoi ces acteurs politiques, ils vont aller aux élections, ceux-là même pour qui on fait la RLE, pour que les Ivoiriens majoritairement, les partisans s'inscrivent là, s'ils demandent là, pourquoi on ne trouve pas l'accord et le cadre politique pour pouvoir organiser cette RLE là? Est-ce que ce cadre politique ou l'accord politique là ne peut pas être trouvé? Moi, je te repose la même question. Pourquoi on puisse continuer une prolongation de cette RLE là? À toi, Khalil, je te pose la question de mon temps. Parce que je pense que si on parle d'un cadre politique, d'un dialogue politique, ce cadre politique là ne peut pas être trouvé. Moi, je te pose la question. Général, excuse-moi, je peux lui répondre ou pas? Bon, vas-y. Oui, vas-y, tu as la réponse à ma question, tu me réponds. Hein. Si tu as la réponse à ma question, tu me réponds. Ah non, mais c'est le général qui emploie des thèmes d'officier, c'est pour ça peut-être tu percutes pas. Écoute, pour avoir le bac, aussi surdoué que tu sois, faut bien le passer en période d'examen, non? Oui. Voilà. Mais si la période d'examen n'est pas passée, comment tu fais pour obtenir ton bac? Excuse-moi, mais moi je suis obligé d'intervenir aussi. Parce que je suis désolé, ce raisonnement-là ne tient pas. Il dit en quoi est-ce qu'il ne tient pas? Il dit simplement. C'est même pas la logique en fait. Farid Chalem, excuse-moi, je vais te répondre.
il dit simplement qu'un accord politique peut suspendre... Non, 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 non. On ne fait pas les élections pour des accords politiques. On fait les élections pour des citoyens. Excuse-moi. Les citoyens. Il faut être sérieux, il faut être un minimum sérieux. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut être un minimum sérieux. Les accords politiques peuvent... Il n'y a pas de base institutionnelle pour des accords politiques, s'il te plaît. On a qu'à être sérieux. Les accords politiques, c'est de la bonne volonté du président de la République. Il n'y a rien qui lui tord le bras. Mais personne n'a dit que quelque chose lui tord le bras. Le raisonnement... Donc, dans ce cas, on ne peut pas prendre ça pour une base de négociation. Paris Salem, il dit ceci. Il dit, dans le cas d'un accord politique, on peut pas modifier, mais on peut tordre le bras. Mais l'accord politique, tu l'obtiens comment? Mais attends, ça c'est son raisonnement. Mais vous êtes en train mais tu l'obtiens comment? Un accord politique, là, ça s'obtient avec le gouvernement, évidemment, le parti au pouvoir. Dans quelles conditions? En tordant le bras au gouvernement ou bien en demandant? Donc, vous voulez qu'il y ait un rapport de force. Vous voulez qu'il y ait un rapport de force. Attends, non, excuse-moi. Paris Chalem, ne fais pas preuve je vais pas utiliser un mot. Non, t'inquiète pas. Tu faisais semblant comme si tu ne comprenais pas le raisonnement du monsieur. Je ne comprends pas. Tu sais pourquoi je ne comprends pas? Son raisonnement dit ceci. Il y a une RLE qui a commencé. Non, Flavio, tu vas pas répéter ces mots, j'ai compris. Moi, c'est pour ça que j'évite au général même de répondre. Laisse-moi te répondre. Le monsieur... Non, mais tu peux pas me répondre parce que moi, j'ai compris ses propos. Mais bon, ok, donc tu fais preuve de mauvaise foi du coup. Ben non, le truc est simple. On est presque 300 personnes. Écoute-moi, Flavio, s'il te plaît, déroule. Oui. Je reprends encore, je suis parti, j'ai imagé mon propos, mais je vais aller droit même sans imager mon propos. Écoute-moi. Non, tu réponds pas à Flavio. Parce que non, c'est pas Flavio qui a parlé, c'est toi. C'est que j'ai dit là. C'est comme tu as compris ma logique. Tu as compris ma logique. Il n'y a pas de logique qui tienne, en fait. Paris Chalem, est-ce qu'un accord... Mon micro, arrêtez ça. Est-ce qu'un accord... Ce qui fait ça là... Attends, j'ai dit un mot, pardon. Arrête de fermer mon micro. Est-ce qu'un accord politique ne permet pas de tordre le bras à certaines discussions? Je te réponds. C'est une question que tu as posée, non? Je peux te répondre? Oui, non, faut pas le suivre. Non, faut pas le suivre. Paris, non, mais non, t'inquiète pas, je te réponds. Oui, je te réponds simplement. Écoute-moi, Flavio. Oui, vas-y. Pour qu'il y ait accord politique là, c'est de la bonne volonté du gouvernement, non? C'est pas la question. La question, c'est pas de savoir s'il y aura un accord politique ou pas. La question, c'est de savoir est-ce qu'un accord politique peut permettre de tordre le bras du code. Attendez. Il faut arrêter de prendre les gens pour des attendez. Flavio, faut te calmer. En fait, non, excusez-moi. Hein. Vous n'avez pas le monopole ici de l'espoir du sentimentalisme ici, encore moins de l'intelligence. Le monsieur, il est là. Je lui ai posé devant tout le monde une question pratique, technique. Il a virevolté. Il n'a pas répondu à ma question. Mieux, il m'a posé encore une autre question qui n'a rien à voir avec ma question. Je réponds à ma question d'abord, puis ensuite, sa question à lui là, je lui réponds quand même. C'est pas grave. J'avais demandé au monsieur, il dit, pendant que la RLE actuellement est en cours là, on peut faire encore une autre RLE. Ça, depuis qu'il m'a posé sa question, il a dit oui. Et donc, certainement que le monsieur ne sait pas comment se fait une RLE, certainement il ne sait pas. Donc je lui dis que quand le point de départ d'une RLE, c'est l'enrôlement. C'est-à-dire que pendant l'enrôlement, là, on ouvre au moins en 2 semaines et 1 mois, la période à des gens pour venir chez nous, les nouveaux majeurs et autres. Ça fait 1. Pendant la RLE aussi, il y a tout un processus, effectivement. Sur la base d'une liste disponible qu'ils ont actuellement à CEI, qui a en réalité une ancienne liste définitive. Je me répète, pour qu'on puisse comprendre ce que je dis, le français qui pose là. En fait, en 2018, en 2020, pardon, il y a eu une RLE. Je ne sais pas si en 2021, il y en a eu pas, je ne sais pas, mais en 2022, oui. En 2022, il y a une RLE. Tiens, Consort se sont inscrits sur la liste électorale. 2022. Dernière RLE, c'était 2022. En 2024, là, quand on lance la RLE, là, la liste définitive de 2022, là, où figurent les Tiam, les Consorts, les Khalil, tout, où ils sont là. Cette liste définitive de 2022, là, on prend ça et on fait quoi? On la travaille. Nouveau majeur, gens décédés, gens condamnés. Mais sur quoi? Sur la base d'une liste définitive de 2022. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas lancer en même temps deux RLE, c'est pas possible. C'est un non-sens. Techniquement. C'est pourquoi donc je dis que
Celui qui me demande en janvier 2022, là, en janvier 2025, de lancer une nouvelle RLE là-haut, il est de mauvaise foi parce qu'il sait que lui, il sait. Pas toi, comment on appelle même, pas toi, Derou, non, pas toi. Ceux qui sont là-bas, là, ceux là, ils sont là, ceux ici, ils connaissent. C'est les hommes politiques, ils savent. Ils savent que en janvier 2025, là, il est impossible de faire une nouvelle RLE pour la simple et bonne raison que on n'a pas encore de liste définitive de la RLE 2024. On n'a pas encore ça. Et donc, pendant que c'est en cours, tu veux lancer encore une nouvelle RLE sur quel fondement? Techniquement, simplement, là, techniquement, le débat est KO. T'es KO, techniquement, t'es KO. Mais ça, eux, ils savent, ça pas toi, eux, ils savent. Donc, ils veulent faire autre chose. Donc, ils sont dans la propagande. Ils savent quand même. Les Brandomio, là, quand même, toi aussi, quand même, c'est des messieurs. Ils savent ce qu'il dit, ils savent. Techniquement, c'est pas possible de faire deux RLE, en tout cas, concomitantes. Impossible, techniquement, impossible. Et donc, tu dis que, ta question, c'est la suivante, tu me demandes, est-il possible que l'on fasse un accord politique qui va, en fait, on a dit que, pour prendre le mot de Flavio, qui va tordre le cou, le bras à la loi pour en faire une nouvelle loi ou une nouvelle norme. Je dis, actuellement, c'est pas possible. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi c'est pas possible? Je m'explique. Cette contention-là aurait un impact de repousser la date de octobre 2025, ce qui n'est pas possible. Ce n'est ni au pouvoir d'Assane Ouattara, ni au pouvoir de quiconque. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme si tu me disais, mais est-ce que politiquement, le PDCI, le FBI, le PPRCI, le RHDP, pour ne citer que cela, ne pas faire un accord politique, n'est-ce pas, pour pouvoir ressusciter ma grand-mère qui est morte hier. C'est un non-sens. Tu vas me dire au nez. Puis toi et moi, on sait que c'est pas possible. Cet accord politique-là n'aura pas d'influence là-dessus. À moins de tordre le coup même à la loi fondamentale. C'est qu'il n'a pas de pouvoir de Ouattara. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il faut faire encore naturellement un nouveau référendum. Ou bien dans ce sens-là. Alors que, je termine là-dessus, la CEDEAO a pris un protocole de bonne gouvernance qui interdit aux pays qui sont en année électorale de faire des modifications constitutionnelles là au moins 6 mois avant le scrutin. Je dis bien 6 mois avant le scrutin. C'est pas possible techniquement. Changer la constitution, changer la loi électorale en faute de vote en compte. C'est pas possible techniquement. Ça encore, ils le savent. Donc, tu vois, pour ta question, c'est pas possible techniquement de le faire. C'est pas possible techniquement. Je vais penser que si on avait fait une RLE dans le mois de mai, juin dernier, on avait une marge de manœuvre. Mais vous avez tiré sur la corde tellement que vous-même là, avez poussé la CEI là, à aller jusqu'en octobre. Malgré octobre encore, vous dites non, allez en novembre. Et donc, je dis que vous-même là, vous êtes pris avec votre propre piège. Techniquement, impossible. Légalement, impossible parce que ça va toucher la date constitutionnelle d'octobre 2025. C'est pas possible. Donc vous êtes pris comme des rats à votre propre jeu. Et ne pas le voir, c'est faire preuve de mauvaise foi. Simplement. Je sais pas si tu as compris mon frère de Roux. Tu as maintenant compris mieux maintenant, tu comprends mieux maintenant ce que je veux dire. Merci beaucoup, général Khalil. Merci pour la démonstration, n'est-ce pas? Oui, le frère Flavio, laissez mon frère Derou terminer. Non, ce n'est pas Flavio, s'il vous plaît. Attendez votre temps de parole, parce que M. Derou. Non, pardon. Vas-y, bon, tu as 1 minute, vas-y, tu as 1 minute. Vas-y. 1 minute pour toi, vas-y. Monsieur Flavio, pourquoi parfois, quand le modérateur vous dit quelque chose, vous n'écoutez pas? Attendez votre tour de parole, mon frère Flavio. Hein? C'est pas mieux ainsi? Comme il vous a donné 1 minute ou je sais pas 2 minutes, terminé, mais franchement, quand c'est pas votre tour là, attendez votre tour de parole. Merci, je me mute. Ok, monsieur Flavio, allez-y pour les 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Le général Khalil, tout à l'heure, il a coupé Orleus plusieurs fois. Vous ne vous êtes pas plaint. Moi, dès que j'interviens, c'est moi la bête noire. Il faut. Ouais, mais sauf qu'il est à domicile, Flavio. Il fait ce qu'il veut. Il est chez lui. C'est pas correct. Flavio, il est chez lui. Il fait ce qu'il veut. Ici. Tu comprends? C'est pas à toi de nous montrer notre mode de modération. J'ai pas dit le contraire. Non, Flavio, avec tout le respect, quand j'ai ouvert mon micro, j'ai dit ceci.
Vous attendez votre tour de parole pour parler, c'est simple. J'ai pas, voilà, je vous ai pas mal parlé. Mais oui, mais quand la parole vous a été donnée, j'ai juste fait une remarque. Voilà, c'est juste une remarque que j'ai faite, c'est votre habitude. Maintenant, si vous voulez vous attarder dessus, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, j'ai juste fait une remarque. Ceci étant, le modérateur, je vais descendre, je vois c'est Alain dans les demandes, vu que je vais à la disposition pour m'exprimer. Je vais lui céder ma place, après je vais remonter. Je suis en bas. D'accord, merci bien, Madame Orléans, merci beaucoup. Alors, le frère Flavio, je rappelle que je suis le modérateur, et en tant que modérateur modéré, je vous accorde encore 2 minutes, n'est-ce pas, pour la qualité, n'est-ce pas, du débat. Merci beaucoup, frère Flavio. Je m'excuse. Alors, bonsoir encore à M. Adeye. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir encore, M. Adeye. Allez, bienvenue à Ivoire Débat, merci. Alors, je m'excuse encore d'être intervenu directement, mais je veux corriger le raisonnement que le général Kali vient de faire là. Déjà, primo, un accord politique, de par la définition même, on entend bien accord politique, peut tordre le bras à une disposition de la loi. Je rappelle que le président de la République a pris même pas très longtemps, je crois que c'est la semaine dernière. Donc, un accord politique peut faire en sorte que le président prenne une ordonnance et modifie le code électoral. Et pour faire en sorte qu'il y ait une RLE, il y a tellement de choses que le président peut faire. Donc, venir faire croire que ce n'est pas possible, pour moi, c'est pas correct. Ce n'est pas correct du tout de tenir de tels propos. Voilà. Dire que c'est impossible, totalement impossible, c'est pas vrai. Et je rappelle qu'en 2020, le même code électoral sur lequel sous l'empire duquel on est actuellement là, a permis de faire la révision de la liste électorale de joueurs âgés. Publié, on a fait une élection. Donc, comment se fait-il que, dans le même contexte, cela est impossible? Comment se fait-il? C'est pas possible. C'est un raisonnement qui ne tient pas. Et je rappelle que la chose pertinente, si on avait vraiment une CEI qui était responsable, la chose pertinente là, c'est de dire qu'elle allait corriger son calendrier. Elle aurait dû corriger son calendrier. Comment se fait-il que, en 2020, on fait le processus pour l'affichage de la liste électorale en 3 mois, et cette année, ça doit faire 6 mois. C'est quel raisonnement? Qu'est-ce qui explique cela? Le même processus. Absolument le même processus du 6 mois, pendant que dans l'autre temps, il faisait 3 mois. Donc voilà. Il faut dire que simplement la CI, sur le calendrier du RDR, et veut pas d'élection transparente et crédible en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai propos. Sinon, tenir des arguties, pardon, c'est pas le bon mot, tenir des arguments, je veux dire, inadaptés, pour faire croire que le processus est totalement verrouillé et que le politique ne peut rien faire, pour moi, c'est pas clair, c'est pas correct. Le président de la République, aujourd'hui, là, il peut prendre une ordonnance et on modifie le code électoral et on l'applique, on fait une RLE en 2 jours. Bon, j'exagère, mais je dis, on le fait assez rapidement. Donc ça, vraiment, il faut qu'on soit clair là-dessus. Faire croire qu'un accord politique ne peut pas faire modifier un code électoral, pour moi, c'est pas correct. Merci à M. Flavio. Merci pour votre prise de parole. Alors, M. Paris, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir encore à Tonton Guizot et bonsoir encore à M. Aïdé. Merci. Allez-y, n'est-ce pas, M. Paris? Dans mon temps de parole, j'ai parlé 2 minutes. Non, M. Derou, on va équilibrer le débat. Après, M. Paris, vous allez prendre la parole. Merci. Paris Chanel, est-ce qu'il est là? Apparemment, le frère est un souci de réseau. Donc, s'il n'est pas disponible, je pense bien que mon frère Derou, n'est-ce pas, va repartir encore pour ces 5 minutes. Allez-y, frère Derou, vous avez la parole. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci à Flavio. C'est à là que j'allais aboutir. Tu vois, je le dis toujours que le RHDP avec la CEI sont dans une posture. Ils sont dans une posture où le seul moyen dont ils disposent aujourd'hui, c'est de se bander les muscles. Et à chaque fois, ils envoient leurs militants, ils le répètent à chaque instant. Là où on peut éviter la guerre avec la paix par les arguments, les gars s'arc-boutent, les gars font dos rond. Sinon là, ce que Flavio dit là, c'est simple, et c'est là que j'allais aboutir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs artifices ou plusieurs moyens dont dispose le chef de l'État. Mais ça, les piments, c'est leur panel, quoi.
pour pouvoir véritablement aller dans ce sens-là. Je pense que le panel RHDP, Khalil, il prend la parole à tout va ici, personne ne Sac de se plaint piment, de c'est ça. leur panel quoi. Flavio Donc, finit de parler, lui il parle, nous on parle pas aussi quoi. donc aujourd'hui, ici j'ai entendu tout à l'heure un panéliste Non, qui non, disait Paris Chanel, c'est à vous de parler, mais malheureusement, vous n'êtes pas sur le panel. On vous a appelé plusieurs fois, vous n'êtes pas disponible. C'est pour cela que Désolé, j'ai alors. repassé Ok, encore la donc juste après parole lui alors, à ça M. marche. Derou. Donc après, vous allez pouvoir rebondir. Hein. Ça marche, ça marche. Ok, frère, merci bien. alors, tout à l'heure, il y a un panéliste tout à l'heure qui disait, excusez-moi, Paris, si tu peux reprendre la parole, j'ai mon enfant là, il y a le tableau un peu, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je vais laisser mon temps de parole à Paris et après je vais reprendre. C'est bon, attends. Désolé, excusez-moi. Ok, Paris Chanel, allez-y, frère, vous avez la parole. Allez-y. Parce que là, Derou est un peu occupé là. Allez-y. Ok, moi j'ai pas, moi franchement pour être, pour ne même pas être long, je veux même pas rentrer dans, comme le général a dit, les contorsions, les gros mots. Je veux dire, on fait simple. Parce que je comprends pas pourquoi on peut faire compliquer quelque chose qui est simple. Mais nous sommes en train de parler d'accords politiques. Mais les accords dits politiques là, c'est de la bonne volonté du gouvernement. On n'est pas en guerre, on n'est pas en crise. Donc il n'y a pas de moyens de contraintes, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien qui oblige. Parce que quand ils ont tendance à systématiquement ramener les choses à la gouvernance de, comment il s'appelle, de tonton Laurent. Mais tonton Laurent, quand il gagne les élections en 2000, là, c'est lui qui fait le choix d'ouvrir son gouvernement. C'est pareil comme le président Sarkozy en 2007. C'est le président qui fait le choix d'ouvrir son gouvernement. Rien ne lui obligeait. Ok? À partir du moment où il a fait le choix d'ouvrir son gouvernement, à prendre ses opposants les plus farouches pour les mettre dans son gouvernement, il savait sur quoi il comptait. Peut-être qu'il avait une double administration, peut-être qu'il avait des conseillers en doublon à la présidence qui faisaient le job et que les autres, ils avaient juste les macarons, juste politiques, là, histoire de dire que ça, c'est la politique. Mais c'est lui qui a fait ce qu'il avait envie de faire. Donc, ça reste, dans tous les cas, le bilan, ça lui incombe. Hein. Donc, à la limite, qu'il est ouvert ou pas, ça, c'est son problème. Mais nous, on a fait le choix de la responsabilité. Nous, on dit, on gouverne, on met en application notre programme. OK? On ouvre le jeu quand besoin se fait sentir. OK? En l'état actuel, il ne met pas de bander les muscles. Déjà, faut déjà les avoir, les muscles, avant de les bander. OK? Donc, si on se permet de les bander, c'est parce qu'on les a, les muscles. Il parle de rapport de force, mais il n'a qu'à regarder la carte électorale. Ça parle. C'est parce qu'on a toutes les cartes en main qu'on décide de parler avec vous quand on veut, où on veut, et à date. Donc si aujourd'hui on a fait le choix de ne pas vous adresser la parole, mais il n'y a rien rien ne nous oblige à le faire. Flavio et son collègue qui est descendu là, comprenez ça. Il n'y a rien d'anticonstitutionnel dans notre démarche. OK? On n'est pas obligé de vous adresser la parole. On n'est pas obligé de faire droit à vos requêtes. On n'est pas obligé même de vous écouter. C'est tout. Il ne voit même pas pourquoi est-ce qu'on doit en faire un débat. Il y a une RLE, la CEI, en accord avec les gens qui conforment et les organisations qui comportent le bureau, ont décidé d'une date. Les mêmes organisations sont revenues vers la CEI pour leur dire, ouais, vu l'état des routes, qu'elles sont impraticables et qu'il pleut et qu'il y a aux vacances, nos enfants sont pas là et qu'il y a Valetoscope, les adolescents sont pas là et qu'il y a tant, vous avez sorti des prétextes à la con pour ne pas aller assez rapidement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on aurait commencé plus tôt, on aurait fini plus tôt. Et puis, votre demande ou même votre droit de RLE qui va permettre à Michael Jordan de venir se réinscrire sur la liste aurait eu une effectivité, mais sauf que vous êtes resté dans des considérations, je vais même pas me permettre d'employer de gros mots ici. Aujourd'hui, ça vous rattrape et vous parlez des dialogues politiques. Mais dialogue politique, là, c'est quoi sa base institutionnelle? Sur quelle base on s'assoit avec des gens pour discuter? On n'est pas en crise, le pays n'est pas divisé en deux. Hein. Parce que si vous voulez faire référence il y a 20 ans en arrière, mais il y a 20 ans en arrière, c'est parce que en face, ils n'avaient pas le choix, c'est pour ça qu'ils discutaient. Sinon, quand ils avaient le choix, ils causaient pas avec les gens. Quand ils avaient le choix, ils parlaient à personne. Nous, aujourd'hui, on a toutes nos cartes en main. Maintenant, si inconsciemment vous pensez à reproduire des choses qui se sont passées il y a 20 ans,
Mais libre à vous. Les conséquences, vous allez les assumer. C'est pour ça que j'ai dit au général d'éviter de rentrer dans des thèmes trop techniques avec vous, parce que ça, c'est pas votre force. Déjà, vous avez du mal vous avez un problème de perception, vous comprenez pas les choses, vous croyez que tout ce qui s'est passé dans ce pays est tellement normal que vous voulez que ça continue. Non! En 95 ici, quand à l'approche des élections, le gouvernement PDC d'alors, feu M. Bédier, ils sont allés modifier le code électoral pour ajouter des articles. Mais le président Ouattara, sur la base des articles qui ont été modifiés là, il a estimé qu'il n'était pas prêt pour se présenter. Il s'est retiré. Il n'a même pas fait acte de candidature même. Il est reparti travailler parce que lui, à la différence des autres là, lui, il est parti à l'école, donc quand il cherche travail, il gagne. Il est parti travailler. Puis il est revenu en 99. Donc si aujourd'hui vous êtes éliminé, d'autant plus que dans votre groupe là, il y a des génies, bon, il y a des anciens casseurs, il y a des anciens... Mais il y a un génie. Mais le génie n'a qu'à repartir. Il était au conseil d'administration de Kering qui est en train de se fracasser la gueule en ce moment. Je sais même pas si il pointe là-bas juste pour recevoir ses chèques resto ou bien je sais pas. Mais bon, bref, on va pas faire cas de son historique ici. Mais vous êtes éliminé. L'information, il n'y est plus. Hein? Ça fait un bon moment, il n'y est plus. Mais il n'a même plus de travail. Pour travailler, il faut avoir des papiers. Il n'a pas de papier. Donc, je sais pas. Il n'a pas de papier, donc il travaille comment, toi aussi, Flavio? Tu es en train de parler à quelqu'un qui a un minimum d'instruction, quand même. Il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier, Flavio. Appelle un chat un chat. Il était chez Kering en tant que Français. Il n'est plus Français. Il travaille là-bas en tant que qui? Oh, vraiment. Arrêtez de faire les vieilles effarouchées. Il n'a pas de papier, donc il ne travaille pas en ce moment. Donc, écoute, je pense que je vais pas aller plus loin à 17 secondes. Donc, à mon prochain tour de parole, et en fonction des élucubrations et des conneries que je vais entendre, je vais rebondir dessus. Merci bien à mon frère Charlie Charlène. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Est-ce que Tonton Guizot est là? Rebonsoir encore à mon frère Alan. Tonton Guizot, rebonsoir à vous et vous avez la parole sur la thématique. Merci Tonton Guizot et bonne prise de parole à vous. Merci. Bonsoir à vous tous. Hein. Monsieur Ayede, Sac de Piment, le modérateur. Oui, bonsoir Tonton Guizot. Toujours un plaisir. Merci. Khalil, Flavio, bon, je vois mal, hein, bon, excusez-moi, hein, ce que je n'ai pas cité. À vous tous, hein, bonsoir. Hein. Voilà. Alors, j'ai écouté sous peu, hein, depuis peu, j'ai commencé à suivre le panel. Je voudrais dire, c'est une recommandation. Je vais faire cette recommandation, je l'ai faite la dernière fois au frère Flavio. Il faudrait diminuer la dose d'émotion quand tu viens faire les débats. Moi, je pense que quand on vient sur les panels, gardons, n'est-ce pas, l'esprit plutôt concentré sur ce qu'on peut en retenir. Parce que ça ne sert à rien de surcharger le débat d'interventions intempestives, parce qu'on doit parler, parce qu'on doit répondre aux gens. Ce n'est pas bénéfique, in fine. À la fin, ça dit que tu ne viens même pas recevoir quelque chose de tout ce qu'on distribue comme élément d'information, comme élément de connaissance, pour que peut-être, te saisissant d'au moins un élément, tu ailles vérifier au moins, te sourcer, te ressourcer, pour qu'à la fin d'un débat, qui soit houleux, qui soit tempéré, tu aies retenu quelque chose. Parce que je sens que tu reviens tous les jours avec le même discours, avec les mêmes narratifs, pratiquement avec les mêmes formules. C'est à croire que c'est même pas utile que tu sois sur un panel. Parce que tu ne volis pas dans ce que toi tu donnes. Pire, de ce qu'on donne et qui est sourcé, tu ne donnes même pas l'impression d'avoir reçu quelque chose. C'est décevant à la fin. On comprend les nouveaux qui ne sont pas anciens comme toi, qui viennent, bon, qui se prennent le pied dans le tapis. Eux encore, on peut reprendre l'exercice avec eux. Parce que tout ce qu'on dit, parce que moi je suis arrivé au moment où Khalil posait une question précise et technique. Il dit, pour faire une RLE, RLE veut dire révision de la liste électorale, veut dire en peu de mots, mise à jour d'une liste électorale qui existe déjà. Alors, cette mise à jour exige d'abord
qu'il y a au départ de cette mise à jour un élément qui est la liste électorale elle-même qu'on doit mettre à jour. Or, le processus de la révision est que dès qu'on entame la révision de la liste électorale, la liste existante sur la base de laquelle la révision a commencé est déjà corrompue et ne peut plus être brandie comme étant une liste définitive, ni même comme une liste électorale. C'est juste un instrument qui contribue à la reprise et à la reformulation de ce document administratif qu'on appelle liste électorale. Donc c'est un processus qui commence à un point A et qui finit à un point X. Alors on est en plein dans le processus. Il n'y a pas encore de données définitives, c'est-à-dire il n'y a pas encore de liste définitive, à partir de laquelle une autre RLE, une autre correction peut être lancée. Donc la question fondamentale est posée. Il dit bien, il n'a pas dit politiquement, il dit techniquement, c'est-à-dire dans le processus de révision. Si nous n'avons pas de liste électorale définitive, comment on lance une autre RLE? On n'a pas dit comment on peut trouver un moyen politique ou bien quel axe peut permettre de commencer une nouvelle RLE. Les actes existent. La loi électorale existe déjà. Elle situe les conditions de révision de la liste électorale. Mais ce qui est dit, c'est que comme c'est un processus qui finit à un point donné, comment sans avoir abouti à ce point, qui est l'affichage de la liste électorale, ou bien la production de la liste électorale définitive, comment peut-on reprendre une autre liste, c'est-à-dire comment peut-on procéder à la correction d'un instrument qui n'existe même pas encore? Tu vois, c'est comme si ta femme était enceinte et puis tu veux aller faire le baptême de ton enfant. Pour ceux qui sont à l'église ou à la mosquée, tu veux aller faire le baptême de ton enfant. C'est le baptême de quel enfant? C'est juste la question qu'on pose au départ. C'est technique, c'est-à-dire si vous avez vraiment bien conçu, allons, n'est-ce pas, dans la logique de Boileau. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement quand la question est posée. Comment vous concevez techniquement le procédé? C'est ce qu'on vous demande. Parce que si vous nous donnez la clarté, peut-être que nous-mêmes, nous allons vous accompagner dans le mûrissement de l'idée. Comment vous le concevez techniquement? On n'a pas dit qui peut le faire. Vous-même qui réclamez. Est-ce que vous avez bien conçu la chose dans votre esprit? C'est ce qu'on vous demande d'expliquer techniquement. C'est pas au moment où on vous demande d'expliquer que vous allez nous donner l'idée qu'il y a les politiques qui peuvent le faire. Vous-même, vous n'en savez rien. Donc pourquoi vous en débattez? C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui chez nos frères et sœurs qui se prennent pour des intellectuels, viennent sur des panels, croient porter une idée, mais n'en connaissent rien. Ils n'ont aucun contenu des idées qu'ils veulent défendre. Parce que ce qu'on vous demande, c'est la substance de ce que vous défendez. Pour nous qui sommes là, qui ne sont pas bien éclairés, qui ne sont pas bien instruits, pour comprendre la matière de vous qui avez la connaissance. Ceci étant dit, vous entraînez les gens sur d'autres terrains. Non. Disposition. Les accords politiques modifient pour instaurer quel type de calendrier. C'est ça que vous devez vous... Parce que quand on va à des accords politiques, on va avec des propositions claires. Vous allez vous asseoir à une table pour dire, nous, ce qu'on revendique là. Voilà le déroulé. Voilà comment c'est détaillé. De sorte que votre interlocuteur qui est là, il est convaincu de la faisabilité de ce que vous demandez. Il dit, mais les observateurs même qui sont là disent, mais écoutez, c'est clair ce que les gens posent. Techniquement, c'est possible. Voilà les étapes qu'ils ont élaborées. On peut les suivre. Mais vous n'êtes pas capable de défendre une seule étape.
Et vous dites, les politiques peuvent s'asseoir pour trouver un accord. Un accord sur quoi? Sérieusement quand même. C'est pour ça souvent quand moi je suis en bas, je n'aime pas trop monter sur les panels. Parce que redite. Pour se faire mal à la tête, pour faire quoi? Parce qu'après tout, les gens disent que nous sommes à 5 mois des élections. Moi je dis c'est faux. Nous sommes au maximum à 3 mois des élections. D'ici 3 mois, tout est bouclé. On entre simplement dans les périodes de pré-campagne et de campagne réelle. Tout sera arrêté d'ici 3 mois. C'est tout. Vous devez savoir, quand on dit qu'on ne peut pas reculer la date des élections, pourquoi? Parce que cette date est fixée par la Constitution. C'est la norme suprême en Côte d'Ivoire. Le président ne peut pas modifier la Constitution par une ordonnance. Il peut le faire pour une loi. Mais pas pour une ordonnance. Ce n'est pas le code électoral qui fixe la date des élections présidentielles. C'est la Constitution elle-même. Donc on ne peut pas la modifier par une ordonnance. Ce n'est pas possible. Mais ce qu'il y a de mieux que vous devez savoir, c'est que nous avons pris des engagements au niveau sous-régional, au niveau continental et au niveau international. Les conventions que nous avons signées, la première que je voudrais citer, la convention de Vienne sur les traités et accords internationaux. Quand on prend l'article 26, l'article 27, il nous oblige à respecter nos signatures dans les conventions internationales, qu'elles soient régionales ou sous-régionales. Or, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO, le protocole 2001, à son article 2.2, fait injonction, fait obligation aux États signataires de ce protocole de tenir les élections aux dates constitutionnelles. C'est-à-dire que ces instruments viennent verrouiller cette date consacrée par la Constitution. En plus, le premier alinéa de cet article 2 nous oblige à éviter toute modification substantielle des règles électorales à moins de 6 mois des élections. C'est encore une autre contrainte. On n'est pas seul au monde. On n'est pas un État voyou. Tout cela dit, tout cela vu, et au regard du bon sens et de la réalité technique qui nous tiennent, comment peut-on, lorsqu'on affiche la liste électorale définitive, instrument à partir duquel on peut faire une nouvelle révision, comment peut-on censément, comment peut-on engager une nouvelle révision? Si vous dites qu'elle est possible, nous voudrions que vous soyez censé, plus censé que censé, de nous fournir le chronogramme possible qui nous fait partir de la collecte des données jusqu'à l'affichage de la liste définitive dans un délai qui puisse lui-même se marier avec tout le processus de l'élection présidentielle. C'est tout ce chronogramme-là seulement que nous on vous demande. On vous prie d'avoir vraiment la bonne intention, la bienséance de nous livrer pour délivrer nous notre ignorance, pour nous apporter la lumière de votre connaissance. Je voudrais m'arrêter là un peu. Merci. Merci encore à Tonton Guizot. Merci, n'est-ce pas, pour votre brillante sortie. Alors, on va essayer d'équilibrer un peu le débat. Est-ce que le frère Cheikh Alan est là? Le frère Cheikh Alan, soyez salué et bonsoir encore à Tom le Dozo. Allez-y, le frère, vous avez, n'est-ce pas, vous avez la parole pour rebondir, n'est-ce pas, sur la dit de Tonton Guizot et en même temps pour prononcer sur la thématique. Merci, mon frère Cheikh Alan. J'étais chez toi, il voit débat. Vas-y, t'as le micro. Bonsoir, mon nom Kali. J'espère que la punition elle est levée. Je te salue principalement. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde.
Mais moi, mon interrogation se porte sur plusieurs points déjà, sur les idées avancées. J'aimerais déjà savoir à quel moment alors on annonce la base de, je vais dire quoi, de la loi sur la RLE, principalement sur le système de révision de la liste électorale. Vu que le processus est fait chaque année, comme on le dit, c'était ça d'abord l'essence même de cette loi-là, permettre à ce que chaque année on puisse recenser un maximum de population pour pouvoir aller concourir aux élections, aller plus ou moins choisir leur candidat aux élections pour le poste de la présidence. Mais là, je reste un peu pantois sur cette position-là, quand techniquement on me dit que c'est pas possible. Est-ce que la révision de la liste électorale de... Comment alors s'est passé le processus de la révision de la liste électorale de 2015 et de 2020? Parce que, à ma connaissance, quand je faisais un peu mes recherches, j'ai eu à entendre que la révision de la liste électorale de 2015 s'est faite sur la base de la liste définitive de 2020 et de 2010 plutôt, autant pour moi. C'est faite sur la base de la liste électorale de 2010 qui, je pense, a eu lieu en 2009, la précédente RLE qui a eu lieu en 2009 et 2010, si j'ai bonne mémoire. Et encore plus loin en substance, je pense que la révision de la liste électorale de 2020 s'est faite sur la base de la liste définitive de 2010, non, de 2015, avec une corrélation de la liste provisoire de 2010. Donc, non, de 2015, de la même année encore. Donc, est-ce que, quand on nous dit techniquement que ce n'est pas possible, est-ce que c'est pas aussi faire preuve de mauvaise foi? Parce que moi, je me dis de façon simple et pragmatique, si on, comme mon tonton Guizot l'a dit, si on laisse un peu nos émotions, on va à l'encontre un peu plus ou moins de la réflexion. On nous dit aujourd'hui officiellement que nous, jeunes, Ivoiriens, intellectuels, pouvons pas nous asseoir, combiner la liste électorale de 2020 et la liste provisoire de 2025 que nous avons, combiner et faire un peu plus ou moins la RLE ou une audite même de ces deux listes-là pour pouvoir donner une autre liste définitive pour les élections entre juin et septembre. On vient nous dire que l'État ivoirien actuellement avec à sa disposition un budget assez spacieux pour permettre au moins au cadre de la CEI de pouvoir mettre en pratique un peu plus ou moins cette RLE-là ne sera pas possible, qu'on doit attendre après les élections. Or, l'idée même de la loi stipule que la RLE doit se faire plus ou moins avant les élections pour permettre à tout le monde d'avoir au moins une chance d'élire son candidat. Donc, quand on nous dit que c'est pas possible, ça reste gros. Est-ce que le budget alors qu'on a voté là, parce qu'il fait mention aussi de la RLE, est-ce que le budget là alors on pourra au moins avoir une trace de tout ce qui se passe? Parce que nous derrière on se pose des questions en tant que jeunes. Nous, de toute façon, on nous dit que notre argent public sert aussi à ça, sert aussi à permettre une équité pour tous. Donc, quand on nous dit que ça, c'est pas possible, est-ce qu'on peut vous nous dites aussi, parce que quand moi j'entends dire ça, ça reste gros, vous nous dites aussi que, en tant qu'intellectuel de notre pays, on peut pas s'asseoir, prendre la liste électorale de 2020, la liste définitive de 2020, et les données que nous avons chiffrées là actuellement, faire un combiné et refaire la révision de la liste électorale. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, le contentieux, il a été ouvert. Donc, ça a permis aussi d'épurer peut-être des parents qui ont perdu la vie, des personnes qui ont perdu leurs droits civiques. Donc, il y a encore une marge pour pouvoir permettre à toute cette population-là ou à tout le monde de s'asseoir autour de cette liste-là et puis voter. Et puis, faire l'audit clairement comme il est énoncé dans le code électoral, dans le processus de la révision de la liste électorale. Mais pourquoi vous nous dites que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre quand on me dit que la révision de la liste électorale de 2020 est encore en cours parce qu'il y a eu des accords politiques. Donc, ces accords politiques-là font foi de loi. Ces accords politiques-là surpassent la Constitution alors. Parce que c'est aussi ça, l'idée mère, c'est la Constitution. Or, le code électoral, là, il suit une substance bien liée. Donc, moi, tout ça, c'est des interrogations qui me fatiguent. Ça me laisse un peu perplexe. Quand on sait que la révision de la liste électorale de 2020 s'est faite entre juin et septembre, entre juin et juillet plutôt, je crois que c'était un mois. Donc, quand vous nous dites que c'est pas possible, est-ce que c'est pas un peu se moquer de nous? C'est pas un peu nous regarder droit dans les yeux et puis se moquer de nous, comme je le dis? Si on fait la révision de la liste électorale, comme mentionné peut-être en octobre ou en décembre, ça servira à quoi? Parce que l'année prochaine encore, il y aura une autre révision de la liste électorale, il y aura une autre RLE. Or, l'enjeu majeur ici, c'est la présidence. Donc,
faut que ça encore, on essaie de bien nous faire passer la pilule et puis qu'on nous dise où concrètement à quoi sert vraiment la RLE. Parce que j'ai essayé un peu plus ou moins de faire des recherches là-dessus et à ma connaissance, toutes les révisions des listes électorales se sont faites avant les élections. Donc pourquoi spécifiquement celle de 2025 se fera après les élections? Parce que c'est ça qu'on nous dit, il n'y a pas de date claire, mais toutes les élections, comme je le dis, on peut chercher 2010, 2015, 2020. Ça s'est fait, les révisions se sont faites avant les élections. Donc, qu'est-ce qui a été possible et a permis de faire ces révisions-là avant les élections? Donc, je fais mon micro sur ça et puis je laisse la parole aux autres. Je peux, avant que Khalil, le général, je peux donner un début de réponse avant que tu ne termines? Peut-être que je vais aller, après toi, je vais prendre la parole. Ok. Mais vraiment, c'est sur ces derniers mots, hein. Alban. C'est Alban, c'est ça, non? C'est Alan, A-L. Ouais, Alan, pardon. Autant pour moi. Alan, toi-même, tu as dit, qu'est-ce qui peut pas se faire maintenant qui a pu se faire avant? Mais l'introduction des parrainages, simplement. L'effectivité des parrainages. Parce qu'en 2020, il y a eu un cas d'exception. Ok? On a pris la provisoire pour aller au parrainage. Cette fois-ci, il faut la définitive pour aller au parrainage. Donc les parrainages en plus de l'affichage définitif, parce que à l'affichage définitif va déclencher la possibilité des parrainages. Ok? Les plus outillés pourront dire combien de temps ça va mettre, ou bien combien de temps sont accordés pour publier les parrainages, ou même pour les obtenir ou pour les publier. Donc déjà les parrainages, la présence des parrainages dans le process déjà fait que techniquement ce n'est plus possible. Et honnêtement, c'est pas parce que moi je suis RHDP que je dirais que ça me convient, parce que ça aurait pu ne pas me convenir, ok? Mais ce qui se passe, c'est que quand ils sortent d'une réunion, quand ils sortent d'un conciliabule ou bien d'une discussion à laquelle, et avec des conclusions comme quoi, allons faire la RLE, et qu'il se trouve que des responsables politiques, parce qu'aujourd'hui, toi tu es en train de parler, ok? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est trouvé des gens qui ont décidé à ta place, qui ont estimé qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'il pleuvait. On ne pouvait pas le faire parce que les enfants dormaient, ils faisaient la sieste. On ne pouvait pas le faire parce que leur femme était enceinte. On ne pouvait pas le faire parce que c'était les vacances. Quand ceux-là se sont permis, pour des prétextes fallacieux comme ça, de décider à ta place, résultat des courses aujourd'hui, tu en veux à qui? Au gouvernement ou à ceux-là? Parce qu'on aurait fait ça plus tôt, l'affichage en question serait déjà proclamé, et puis, on n'avait pas, c'est-à-dire que le gouvernement allait se retrouver dans une situation où il ne pouvait même pas dire, ah non, techniquement, c'est pas possible, techniquement, c'est pas possible. Non. Si la liste définitive était affichée depuis, allez, on va dire, février ou mars ou avril, ben, pour le coup, oui, techniquement, on pouvait faire une nouvelle RLE, ou du moins commencer une nouvelle RLE. Maintenant, pour répondre à une de tes questions, tu dis, ça va servir à quoi la prochaine RLE qui va advenir après les élections? Mais il y a des législatives dont l'enjeu est tout aussi important que les présidentielles. Je dirais même déterminant. Parce que si tu as fini d'avoir la présidentielle, que tu n'as pas la majorité au Parlement, eh ben, tu vas être contraint de composer avec ton opposition. Donc, si tant est que tu soutiendrais un candidat qui n'a pas pu se faire enrôler, ben, commencer à lui trouver une circonscription pour qu'il soit député, et puis voilà, les choses vont avancer. Parce qu'il y aura une RLE, c'est sûr, avant le 31 décembre. Ou du moins, il y aura un début de RLE. Parce que les gens se méprennent surtout sur le thème. C'est un process qui commence à X date et qui finit à Y date. C'est pas juste aller se faire inscrire là, qui définit que la RLE est finie. C'est tout le processus dans lequel on est, qui n'est même pas encore fini d'ailleurs. Donc si toi, Alan, tu crois vraiment que si on commence un truc en juin, quelque chose qu'on a commencé en septembre de l'année dernière, on n'a pas encore fini, si on commence en juin, on peut le finir avant octobre. Toi-même, techniquement, quand tu regardes, le gouvernement n'a pas besoin de répondre, toi-même, en tant que jeune, qui a toute sa tête, quand toi tu regardes, tu vois que c'est pas possible. C'est pas parce que le RHDP est dans une mauvaise posture, parce que c'est eux ils dirigent le pays. Donc c'est eux qui donnent les réponses. Mais même n'importe qui à la place du RHDP.
qui est censé, hein, il va te donner les mêmes réponses. Parce que ce n'est pas possible techniquement. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. On a commencé un truc en octobre, septembre de l'année dernière qu'on n'a même pas encore fini. Bon, comment on commence un truc de manière même exceptionnelle, là, aujourd'hui, au 31 ou au 30 mai, là, pour finir avant 25 octobre. Et finir, afficher, déposer les candidatures, obtenir les parrainages, et puis aller faire campagne et voter. Tout ça dans la même journée, hein. Attends, tout le monde, le pays n'est pas devenu comme le PDCI, c'est le PDCI qui fait dépôt des candidatures, et puis dépôt des candidatures, campagne, élection en même temps, en une journée, et puis le président, il gagne à 99%. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas le PDCI. C'est un pays sérieux. Ton pays, c'est un pays sérieux. Peut-être que ton pays que tu as connu il y a 10 ans, 15 ans en arrière n'était pas très sérieux, mais celui-là d'aujourd'hui, il est très sérieux. Il est très, très sérieux. Faut respecter ton pays. Faut être fier de ton pays. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, si ça te convient pas, je vais te laisser à mon général. Merci beaucoup à mon frère Paris Charlène. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Mais moi, je vais rappeler encore à mon frère Alan qu'il y a eu un accord entre l'opposition, n'est-ce pas, la CEI. Donc, il y a eu, n'est-ce pas, les mineurs de 17 ans qui en 2024 ont pu s'inscrire, n'est-ce pas, sur la liste électorale. Donc, naturellement, en 2025, je ne pense pas qu'il y ait encore, n'est-ce pas, des majeurs de 18 ans encore qui veulent s'inscrire encore sur cette liste électorale-là. Donc, on va passer la parole, n'est-ce pas, à M. Ayédé. Bonsoir, doyen, bienvenue à Ivoire Débat. Vous êtes chez vous. Mon grand frère, allez-y. Je veux poser une Tu veux répondre rapidement? Non, je veux juste... ouais. Toi, tu t'es pas lavé? Je pense... Bon, vas-y, tu réponds rapidement. Tu fais quel travail? Vas-y rapidement, Charlan, et puis on passe la parole au frère. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut une musique. Si j'ai bonne mémoire encore, comme j'aime le dire, je crois que le système de parrainage est rentré lors du référendum de 2016. Donc, pour les élections de 2020, si je me trompe pas, hein, mon grand frère Khalil, tu peux me répondre. C'est aussi ça, là. Oh, qu'est-ce qu'il a? Donc, je crois que les parrainages sont rentrés lors des élections de 2020, des élections présidentielles de 2020. Et selon la loi, je pense qu'elle dure 47 jours, si je me trompe pas. Parce qu'en 2020, ça a duré pratiquement 47 jours. Donc, comme je le dis, avec notre avancée, on nous dit que c'est pas possible c'est techniquement pas possible de faire une révision de la liste électorale du fait qu'il y ait des parrainages qui, en 2020, a duré 45 ou 47 jours, si je me trompe pas. C'est aller de juin à juillet, qui laissait encore une marge pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Alan, Oui, s'il te plaît. de En juillet à 2020, août, si je me trompe pas, ouais. en 2020, c'était exceptionnel. C'était pas sur la définitive. Non, attends. S'il te plaît, Paris, laisse-le terminer, laisse-le chuter pour qu'on puisse mieux le prendre. Ah, pardon, laisse-le. Et puis, Grand Frère dit qu'il est là aussi, il y a Ayédé qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là. Bonsoir déjà, eux particulièrement, surtout, Ayédé et puis Guizo. Non, je n'étais pas là quand Excellent travail jusqu'à présent. Vas-y, Alan, vas-y. Ok, comme je le disais, qui a duré de juillet à août, et comme j'apprends, c'est dû à une exception. Mais est-ce que cette exception-là peut être trouvée là maintenant pour décrisper un peu l'atmosphère? Parce que moi, comme j'aime le dire, je suis ni d'un parti politique, ni de la société civile. Nous, on est là juste pour kiffer notre vie, c'est tout. Donc, est-ce que ces mêmes accords qui ont fait foi de loi dans le temps, là, peuvent être trouvés pour une ouverture de dialogue, comme on aime le dire, et remettre un peu en cause tout ce phénomène-là ou tout ce système-là, et puis permettre ou favoriser à ce que tout le monde aille candidater de façon libre? Parce que au finish, on a tendance à bâcher tout ce qui vient de l'opposition, mais moi, j'aime le dire, cette minorité-là aussi, c'est une voix qui compte, c'est une voix qui porte. Donc, pourquoi pas venir se mettre autour d'une table, retrouver ces accords qu'on a eu à faire dans le temps qui ont un peu plus ou moins déréglé le marché, et puis mettre en place des assises pour pouvoir favoriser ce que nous on chérit tant,
Parce que quand on me dit que c'est pas possible techniquement, moi je trouve que ça reste un peu gros. Parce que notre évolution nous le permet. On a un système informatique assez développé. On a de grands noms qui peuvent effectivement réaliser ça. Et il y a énormément de documents qui prouvent qu'effectivement ça reste possible. Donc, moi, je reste sur ma faim, comme je le dis. Je fais mon micro et puis. D'accord, merci bien, mon frère cher Alan. Bonsoir encore à M. Ayede. Doyen, bienvenue à Ivoire Débat. Vous êtes chez vous, c'est votre maison. Allez-y, n'est-ce pas, démutez-vous. Vous avez la parole. Non, M. Ayede, je vais poser une brève question. Je vais poser une brève question à mon jeune. Voilà. D'accord, tonton Guizot, allez-y. Monsieur Alan, enfin, vous dites que quand les gens vous disent que ce n'est pas possible, vous n'êtes pas d'accord. En fait, nous, on n'est pas affirmatif ici. Nous, on dit que si vous réitérez une demande, si vous êtes insistant sur une demande, c'est que vous avez de la matière. Justement, c'est que nous, on souhaite là. C'est que vous nous présentiez les éléments techniques. Nous, on dit présentez-nous, donnez-nous le procédé technique. Techniquement, comment on fait cette RLE de juin là, jusqu'à ce que nous allions aux élections présidentielles sans avoir à booster, à prolonger, à déplacer, à bousculer cette date qui est une date constitutionnelle et même conventionnelle. Voilà. C'est ce que nous on dit. Nous sommes aussi dans le questionnement parce que c'est vous qui réitérez. C'est que vous avez de la matière. Il y a quelque chose à nous présenter. Voyez-vous. Vous dites que initialement, peut-être en 2020, on a donné près de 1 mois et demi aux gens pour collecter les parrainages. Pour vous, le processus d'élection du président n'a pour étape, pour seule étape, que le parrainage, peut-être dans votre esprit. Il y a un délai d'abord qui est imparti pour le dépôt des candidatures. Avant ce dépôt des candidatures, les éventuels candidats ont un délai pour, n'est-ce pas, collecter les parrainages. Ils ont besoin d'un délai. Ils ont dit même que le délai de 2020 était insuffisant. D'après ce que a dit le président de la commission électorale, qu'à l'occasion d'un séminaire, ils ont demandé qu'il y ait au moins 3 mois de collecte de parrainage qui leur soit consenti. Puisque c'est par décret, quand la période va approcher, la commission va faire une proposition au gouvernement pour qu'il saisisse par décret, n'est-ce pas, la période qui sera, n'est-ce pas, accordée définitivement à ces personnes-là pour pouvoir collecter les parrainages. Mais pour qu'ils aillent cette fois collecter les parrainages, il leur faut en leur possession la liste définitive. Les années précédentes, bien entendu, dans l'urgence, on a dû procéder avec la liste provisoire. C'est eux-mêmes après leurs différents échecs, qui ont commencé à élever des protestations vives contre la commission. Pour dire que pourquoi on a agi à l'encontre de la loi en utilisant une liste provisoire, puisque certains se sont plaints de ce que, à la fin, quand la liste définitive est parvenue, est arrivée, certains de leurs parrainages ne sont pas parus sur la liste électorale. Donc, le processus a consisté, a constitué, à réduire le nombre de leurs parrainages au point que leurs candidatures sont devenues irrecevables. C'est leur raison, ils ont vraiment raison. On ne peut pas faire la même erreur 2 fois. Si tu fais la même erreur 2 fois, ça devient une faute, ça devient une bêtise, c'est condamnable. Pour la première fois, c'était de bonne foi. Et sans expérience, la deuxième fois, tu es expérimenté, tu ne peux plus reprendre la même erreur. Cette fois, tout le monde est rigoureux, donc on y va avec le mécanisme normal tel que prescrit. Maintenant, on donne une période pour que vous puissiez collecter les parrainages. Une période pour que vous puissiez déposer les candidatures. Si on réduit tout ça là à 1 mois, déjà, on aborde les septembre. Après quoi, les structures vont examiner les candidatures, les contentieux vont s'élever. Après les contentieux, on a l'affichage de la liste électorale. Tout ça, ça obéit à des délais. Vers la fin, il ne nous reste qu'un seul mois pour la campagne présidentielle. C'est tout ça qu'on a vu et puis on dit, vous qui demandez, parce que vous n'êtes pas bête, vous êtes intelligent.
Ouvrez-nous un peu votre chronogramme là, comment il s'est fait techniquement. Plutôt que de rejeter sur d'autres. D'autres vont réfléchir à votre place. Non, c'est vous qui faites la demande. Tout ce que vous avez réfléchi à la chose. Parce que vous ne pouvez pas demander une chose impossible à donner. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un, vous voyez qu'il est dans un désert, vous allez lui demander de vous indiquer un arbre sous lequel vous allez vous abriter. C'est que vous n'êtes pas sérieux. Il va vous demander à quoi vous pensez. Donc c'est pour ça que nous on vous demande. Nous on n'a pas dit mordicus que non on ne veut pas ou bien c'est impossible. On dit donnez-nous un peu une graine de votre solution là. Nous on va comprendre un peu ce qu'il y a dedans. C'est juste au-dessus de ça on tourne. Donc c'est à vous. La balle est dans vous, votre camp. C'est vous qui demandez. C'est pas nous. Vous qui demandez, vous savez sur quoi vous avez votre pied. Donc révélez-le à toute l'opinion nationale et internationale pour qu'on sache si votre demande est pertinente ou si elle est simplement impertinente. Voilà la réalité. Pardon, je voulais ouvrir sous le contrôle de M. Ayede. Vous touchez souvent ça et puis les gens vous... C'est-à-dire les gens vous... Volontairement vous laissez abrutir par les gens. Tel que tu as cherché, tu dis, tu as vu, tu allais voir, n'est-ce pas, le délai de parrainage dans les années 2020, c'était aux alentours de 45 jours. Tu aurais aussi pu, quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision, ou quand quelqu'un, même, quoi qu'il se croit responsable, vient te dire que si la commission électorale ne fait pas de RLE, elle doit nous dire qu'est-ce qu'elle a fait avec le budget. D'abord, la commission est dans la RLE. Elle est toujours dans la RLE. Si vous ignorez ce qui est en cours, c'est que vous n'avez même pas droit à ce qui suit. La commission est dans la RLE. Et cette RLE finit en juin. Ce n'est pas problème de quelqu'un si vous voulez ignorer le processus qui est en cours. Parce que ce processus-là, il englobe, il engloutit aussi les dépenses. Maintenant, sur la question des règles de la comptabilité publique, je pense que tout le monde n'a pas été initié à la comptabilité publique. C'est pour ça que les gens, ils vous embobinent, ils enfument votre esprit et vous venez reprendre leurs expressions ici, pensant que ce sont des idées brillantes. Je vous engage à lire la loi organique sur les finances publiques qui a été prise en 2014. Regardez dedans. Asseyez-vous, lisez la loi de son premier article jusqu'au dernier article. La commission électorale là, ce n'est pas elle qui gère le budget qui est mis à sa disposition. C'est le ministère de l'économie et des finances. La règle est la même pour toutes les structures publiques et parapubliques. Elle est la même. Le budget de la Côte d'Ivoire, là, il centralise tous les fonds liés aux structures publiques et parapubliques. Et le seul qui les gère, c'est le ministère de l'économie et des finances. Dans toutes les structures publiques et parapubliques, il y a des régies. Ces régies-là sont dirigées par des personnes qui y sont affectées par le ministre de l'économie et des finances, qui ne répondent que de lui. Quand vous voyez un DAF dans la structure de l'État, là, il ne répond pas à celui qui dirige cette structure, il répond au ministre de l'économie et des finances. En plus de ces DAF-là, en plus des directeurs administratifs et financiers, qui font les budgets, qui organisent les dépenses de ces structures-là, il y a des contrôleurs financiers et budgétaires qui sont affectés à ces structures et à ces établissements publics pour la gestion du budget. C'est-à-dire que quand vous programmez une dépense, quand celui qui dirige la structure, qui est un ordonnateur, il ordonne une dépense, il dit bon, on va lancer cette opération. Le DAF, qui dépend du ministre de l'économie et des finances, c'est lui qui prend en compte la liquidation du processus, c'est-à-dire c'est lui qui quantifie le montant en argent en CFA. Et quand il a fini de dresser, le contrôleur financier, qui lui aussi répond du ministre de l'économie et des finances, appose son visa. C'est-à-dire les deux agents du ministre de l'économie et des finances, là, c'est eux qui règlent vraiment la dépense dans toutes les structures publiques. Et l'article 71 de cette loi organique dit que si la dépense programmée pour telle structure, la question pour laquelle elle est programmée n'est plus à l'ordre du jour, le ministre a la possibilité
de modifier ou bien de rayer cette ligne-là, n'est-ce pas, du budget. Donc, au cours de l'année même, le ministre peut toujours modifier le budget. Si on dit la CEI a besoin de 27 milliards ou bien 50 milliards pour la RLE, qu'il y a des parties, il y a des portions de la RLE qui sont annulées, le ministre ne fait que barrer. Il barre parce que c'est lui qui dépense. C'est pas l'argent, on ne prend pas ça, on ne prend pas les 27 milliards pour aller déposer dans une caisse à la CEI. C'est chaque fois, à chaque moment, que l'un des soumissionnaires de la CEI pour un programme tel équipement, livraison de tel matériel, c'est l'autre qui a livré le matériel. Et que le DAF a contresigné. Et que le contrôleur financier a contresigné. Que celui-là, lui maintenant, l'opérateur, va directement au trésor. S'adresser au trésorier payeur général pour dire voilà tout le contrat, voilà tout le libellé. Tous les représentants du ministère de l'économie et des finances ont vu et ont agréé. Le président de la CEI n'y voit que du feu. Lui, il est là seulement pour ordonner une opération. C'est le ministère de l'économie et des finances qui quantifie, qui gère, qui planifie. Donc, s'il y a l'argent qui disparaît, si vous pensez, adressez-vous au ministre de l'économie et des finances. Parce que c'est lui seul le maître du budget. Le budget nominal est accordé aux structures, mais l'exécution effective dépend de lui. Donc, il veille, il surveille. C'est pour ça, à la fin de l'année, il fait comment dire, une loi, voilà, une loi de règlement. Voilà, il dépose devant l'Assemblée une loi de règlement, c'est-à-dire comment il a exécuté le budget qui a été ordonné depuis le début de l'année. À quel niveau? Qu'est-ce qui n'a pas été exécuté? Qu'est-ce qui a été repoussé? C'est lui. Il est le maître, le seul maître à bord. Il n'y a pas deux. Donc, révisez encore votre esprit sur cette histoire. Donc, s'ils n'ont pas fait RLE, ils n'ont qu'à dire où l'argent est parti. Adressez-vous au ministère. Il y a beaucoup de dépenses dans ce pays. Si la CEI ne fait pas, d'autres structures sont là, ils attendent, on envoie l'argent là-bas. Je voudrais dire, monsieur Haïdé est là, excusez-moi, bon, ça me faisait un peu étouffer ce truc-là. Merci. Alors, c'est toujours un plaisir. Merci, Tonton Guizot. Ok, allez-y, monsieur Haïdé, allez-y, Voilà, allez-y. c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En fait, je pense que j'aurais pas beaucoup de choses à dire parce que, alors, sur ce sujet, le sujet de la RLE, le sujet de l'audit de la liste électorale, alors, tous ceux qui m'ont vu me prononcer sur ce sujet-là, mais c'est les mêmes points que j'évoque. Moi, aujourd'hui, là, ceux qui veulent que ou l'audit ou bien la RLE puisse avoir lieu, il faut qu'ils puissent nous présenter, comme il a si bien dit monsieur Guizot, mais un détail, c'est-à-dire qu'on puisse me dire, voilà le chronogramme que nous proposons. Pour l'audit, c'est la même chose. Parce que regardez, si vous prenez le cas d'une RLE là, c'est-à-dire, je vais quand même mettre un peu l'accent sur les aspects logistiques. C'est-à-dire, vous avez les cellules, les celles. Ce sont les commissions électorales locales qu'on retrouve dans les départements. Mais imaginez un peu, aujourd'hui là, vous allez ouvrir, comme on a fait pour la RLE, quand on devait collecter les informations. Il y a plus de 12 000 bureaux de vote que vous allez ouvrir. Vous allez former les agents, vous allez les habiller, vous allez les préparer pour cet événement. Vous allez pouvoir assurer toute la supervision sur le terrain. C'est-à-dire sur le plan logistique, d'abord, en termes de préparation, il faut un certain temps. Il faut préparer ces gens, il faut les former. Même quand on vient de sortir d'une opération comme celle-là, il y a un peu plus, il y a quelques mois, en fait, si vous devez reprendre, mais nulle part il écrit, vous devez automatiquement aller chercher ceux qui ont fait l'autre opération. Vous allez suivre le processus qui va consister à recruter le personnel, à assurer les formations, à les préparer pour toute cette opération. Voyez-vous, c'est-à-dire quand vous regardez tous les aspects logistiques autour de l'opération, franchement, on ne devrait même pas être en train de beaucoup discuter. C'est-à-dire ceux qui veulent que ça ait lieu là, il faut qu'ils puissent nous dire de façon pratique là, quelle est l'offre. C'est-à-dire ça commence quand, ça commence avec quelle liste électorale définitive. Parce que ça aussi c'est un aspect important. Parce qu'on sait que le point de départ d'une révision de la liste électorale, c'est une liste électorale définitive. C'est laquelle qu'on utilise. Parce que la RLE qui est en cours, là, on aura la liste définitive que le 20 du mois prochain. C'est-à-dire le 20 juin, c'est à cette date-là que la commission électorale va afficher donc la liste définitive. Alors, maintenant, s'il y a dans nos amis de l'opposition qui pensent qu'à partir de cette liste du 20, là, on peut, comme ils le disent, faire une RLE, mais s'il vous plaît, déroulez-nous le chronogramme pour qu'on puisse regarder. Moi, je veux bien voir, quoi. Je veux vraiment voir. Parce que, comme l'a si bien rappelé tous ceux qui sont intervenus avant, on est tenu par des délais constitutionnels. C'est-à-dire que le 25, là,
C'est la date d'élection, c'est une date constitutionnelle. On ne peut pas la repousser. Donc, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'on va faire là, il faut absolument pouvoir rester dans cela. Et avant cela, comme vous le savez, il y a la collecte des parrainages, il y a le dépôt des candidatures, il y a l'analyse, il y a la transmission des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel, l'analyse, et puis éventuellement les recours au cas où des candidats ne sont pas retenus parce que certaines informations manquent. Donc, vous voyez, les délais sont relativement courts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vraiment pour mettre court à cela, franchement, tous ceux qui ont envie, et c'est la même chose pour l'audit de la liste électorale. Vous savez, l'audit, ça commence par quoi? Ça va commencer par les thèmes de référence. Il faut définir les thèmes de référence de l'audit. Il faut parler avec toutes les parties prenantes. Il faut chercher à financer cela. Et puis ensuite, là, vous allez faire un appel. Ça peut être un appel restreint. Vous allez aller chercher des compétences, des structures qui sont capables de faire cet audit-là. Après d'être convenus avec toutes les parties sur les thèmes de référence de l'audit. Alors, vous allez publier. Vous allez avoir des structures qui sont en capacité, qui vont soumissionner. Vous allez analyser les soumissions. Vous allez regarder les coûts. Mais écoutez, la démarche d'un audit de la liste électorale, là, elle est connue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, moi, je veux dire vraiment sur ces deux sujets-là. Moi, généralement, je ne parle pas beaucoup. Alors, vous voulez qu'on fasse un audit, de la liste électorale? OK, fine. Partage ton opinion en commentaire.